Une conversation au salon. La scène se passe dans le salon de Madame de Nédélec, mère de Françoise. Quand le rideau se lève, Justin est seul. Ah, bonjour, Justin. Je suis la mère de Françoise. Je suis très heureux de faire votre connaissance, madame. Vous m'excuserez, j'espère, de n'être pas allé à votre rencontre tout à l'heure. La nouvelle bonne qu'on vient de m'envoyer manque d'expérience et n'ose pas lever le doigt sans que je sois là pour lui donner des ordres. Il y avait justement une petite crise à la cuisine quand vous êtes arrivé, parce qu'elle ne savait pas faire marcher le fourneau à gaz. Françoise me disait qu'on a des difficultés actuellement pour se faire servir. C'est malheureusement trop vrai. Comme je ne vois pas Françoise, je suppose qu'elle est encore occupée à sa toilette. Je sais qu'elle voulait mettre sa nouvelle robe pour vous éblouir ce soir. Une nouvelle robe est si rare dans sa vie. Pauvre chérie. Mes enfants ne connaissent pas la vie facile de mon enfance. Enfin, celle que vous connaissez encore dans la libre Amérique. Mais ne parlons pas de cela. Racontez-moi plutôt votre promenade de cet après-midi. Qu'avez-vous vu de notre belle ville de Paris? Tout et rien. Nous avons fait comme si je n'avais qu'une seule après-midi à y passer. Ce qui n'est pas vrai, car j'ai des semaines devant moi. Je voulais tout voir en une seule fois, sans rien approfondir. Voulez-vous que je vous raconte notre itinéraire? Volontiers. Je vous écoute avec plaisir. Après avoir quitté mon hôtel, rue Molière, nous avons pris par des rues étroites. Nous avons traversé, au pas de course, le jardin du Palais Royal. Et nous avons fait halte au beau milieu de la place du Carrousel pour jouir de la perspective extraordinaire. Il faisait un temps superbe. Autour de nous, en forme de fer à cheval, il y avait les ailes de ce vaste édifice qu'est le Louvre. À l'ouest, à travers le jardin classique des Tuileries, avec ses statues et ses parterres pleins de fleurs, on voyait d'abord la place de la Concorde avec ses fontaines et son obélisque au centre. Plus loin encore, toujours en ligne droite, c'était l'avenue des Champs-Élysées, qu'on voyait à peine naturellement. Et tout au bout se dressait majestueusement sur la hauteur l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Oui, c'est là la plus jolie perspective de toute la ville. Le Paris moderne s'évanouit dans les lointains de cette perspective classique. Évidemment, tout le Louvre, et notamment les parties qui entourent la place du Carrousel, ne datent pas du XVIIe siècle. Mais on ne s'en douterait pas. De même, les façades classiques à arcades de la rue de Rivoli ne datent que des premières années du XIXe siècle. Mais elles ressemblent à celles plus anciennes de la place Vendôme que vous avez vue sans doute. Non. Françoise m'a seulement fait remarquer la colonne Vendôme, qui se voit très bien des Tuileries. Qu'est-ce que c'est au juste que la place Vendôme? C'est une grande place octogonale, bordée de bâtiments modernes ou modernisés, mais dont les façades sont l'œuvre de Mansart, architecte de Louis XIV. Mais où êtes-vous allé ensuite? Place de la Concorde. Sans contredit la plus belle place du monde. Puis, demi-tour, en passant devant la Chambre des députés. Peut-être dois-je dire maintenant l'Assemblée nationale. Et en suivant le quai jusqu'à l'Institut. Françoise m'a expliqué quelque chose que j'ignorais. C'est que ce qu'on appelle couramment l'Institut est l'Académie des sciences morales et politiques, et que l'Institut de France, proprement dit,
comprend aussi la célèbre Académie française, fondée par Richelieu en 1634, ainsi que 3 autres académies un peu moins connues. Vous savez que pour un Français, pour qui l'activité intellectuelle prime tout, être élu membre de l'Académie française est le plus grand honneur possible. C'est ainsi que la France honore ses grands intellectuels et écrivains. Évidemment, je sais que le choix de l'Académie n'a pas toujours été heureux, et que certains de nos grands auteurs n'en ont jamais fait partie. En effet, je crois qu'André Gide, bien qu'ayant reçu le prix Nobel, n'est pas membre de l'Académie. C'est sans doute qu'il n'y tient pas. Les honneurs ne lui disent pas grand-chose. Par contre, il y a l'exemple de Napoléon, je crois, qui, pendant la campagne d'Égypte, signait ses dépêches « Général en chef et membre de l'Institut ». Avez-vous traversé le pont des Arts, qui se trouve devant l'Institut? Voulez-vous dire cette passerelle? En effet, la vue est superbe, n'est-ce pas? Puis nous avons retraversé la Seine par le pont Neuf. C'est le pont le plus ancien de Paris, n'est-ce pas? Oui, il date de la fin du XVIe siècle. Après avoir admiré les 2 maisons du temps de Henri IV, qui se trouvent au bout de l'île de la Cité, nous avons pénétré dans la cour du palais de justice, non sans avoir préalablement examiné les vieilles tours gothiques du côté nord, vestiges du château Fort-Royal, et nous avons visité la Sainte-Chapelle de Louis IX. Le soleil éclairait les vitraux quand nous sommes entrés. Jamais je n'ai rien vu d'aussi beau, me semble-t-il. Quand vous verrez la cathédrale de Chartres, où les bleus éclatants des vitraux font contraste avec l'obscurité de la nef, et où les vastes dimensions ajoutent au caractère irréel de l'endroit, je crois que vous l'aimerez encore mieux que la Sainte-Chapelle. Avez-vous visité Notre-Dame? Oui, tout de suite après la Sainte-Chapelle. Françoise m'a un peu gâté ma visite en parlant de Chartres. Il paraît que les statues du porche ne sont pas authentiques, que les vitraux sont moins beaux, et je ne sais quoi encore. Comme c'était ma première cathédrale gothique, j'étais néanmoins très impressionné. Nous sommes même montés dans une tour pour profiter de la vue. De là, on peut voir tous les monuments de Paris. C'est heureux qu'il n'y ait pas de gratte-ciel comme à Anvers. Cela gâterait tout. Il y a de grands bâtiments qu'on pourrait presque appeler des gratte-ciel, mais en dehors de la ville, près du Bourget. Comme j'avais voulu voir la petite église de Saint-Julien-le-Pauvre, qui, d'après Françoise, est plus ancienne que Notre-Dame et qui était visible du haut de la cathédrale, nous avons de nouveau traversé la Seine pour la voir. Heureusement que la Seine n'est pas très large. Mais j'abrège. Ensuite, ce furent les ruines gallo-romaines des Thermes, la Sorbonne et le Collège de France, puis la façade gothique de l'hôtel de Cluny, puis de nouveau traversée de la Seine, en passant par la pittoresque île Saint-Louis, où nous nous sommes arrêtés devant l'hôtel Lauzun, décoré, m'a-t-on dit, par les mêmes artistes que le château de Versailles. Le but de notre promenade était le Marais. Pourquoi voir le Marais quand, à 2 pas de la Sorbonne, se trouvaient le Panthéon et le Jardin du Luxembourg? Je sais très bien que le Marais est considéré comme malsain et qu'on est en train de le démolir pour cette raison. C'est pourquoi j'étais si pressé de le voir, comme s'il allait disparaître du jour au lendemain. Il est difficile de s'imaginer que ce quartier délabré était le quartier aristocratique au XVIe et XVIIe siècle. La place des Vosges
l'ancienne place royale construite par Henri IV sur l'emplacement d'un ancien palais, dans la cour duquel le roi Henri II a péri dans un tournoi. La place des Vosges, dis-je, a un air très coquet avec ses vieilles maisons Renaissance en briques. Oui, mais j'aime autant l'imprévu du Marais. J'aime pousser une vieille porte cochère pour me trouver soudain dans la cour d'un vieil hôtel de l'ancienne noblesse, tel que l'hôtel Lamoignon, l'hôtel de Sully, l'hôtel de Beauvais, l'hôtel des ambassadeurs de Hollande, sans parler de l'hôtel de Sens avec ses tourelles gothiques. Oui, tout cela est très curieux. Mais avez-vous vu au moins le Paris des grands boulevards? Oui, de la Bastille, nous avons pris le métro jusqu'à l'Étoile, pour nous replonger dans le Paris moderne, le Paris des grands boulevards et des Américains. Évidemment, les anglo-saxons sont à éviter, si vous voulez perfectionner votre français. Je me suis pourtant conduit comme un Américain dans le métro. Nous sommes descendus vers le quai quand le train y était déjà. Première gaffe, j'ai essayé de pousser le portillon automatique qui nous barrait l'entrée du quai. Et pourtant, il y avait un écriteau, comme Françoise me l'a montré ensuite, nous avisant qu'il était inutile de pousser. Elle s'est moquée de moi. Le train parti, le portillon s'est rouvert pour nous laisser passer. Deuxième gaffe, j'ai constaté que pour descendre du train, les voyageurs ouvraient eux-mêmes les portes en tirant très fort. Une fois dans le train, je me suis retourné et j'ai fermé la porte. Tout le monde m'a regardé comme si j'étais fou. Et j'ai vu un autre écriteau qui disait « La fermeture des portes est automatique ». Derrière moi, j'ai entendu Françoise qui s'esclaffait. Elle m'avait laissé faire exprès. Donc, vous allez garder un mauvais souvenir de votre premier voyage en métro. J'avoue que je n'aime pas me faire remarquer. Mais ça n'a pas été si mal que ça. Deux choses m'ont frappé dans le métro. D'abord, le plan très détaillé du réseau du métro. Françoise m'a appris, par exemple, qu'ayant constaté que le terminus de la ligne passant par l'Étoile était le pont de Neuilly, il fallait suivre les écriteaux et flèches, disant direction pont de Neuilly pour arriver au quai. Vous avez bien retenu votre leçon. Mais quelle a été votre deuxième impression? Eh bien, celle d'avoir voyagé dans un bocal, puisque les fenêtres des voitures sont si larges. Et le bocal éclaire en passant les côtés du tunnel, de sorte qu'on peut lire du beau, du bon, du poney, qui se répète à l'infini. Vous avez vu, naturellement, le tombeau du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Vous avez admiré la majestueuse avenue des Champs-Élysées. Et puis après? Nous voulions nous promener jusqu'au Trocadéro, mais les jambes nous rentraient dans le corps. Nous avons fini par reprendre le métro. Au palais de Chaillot, très style moderne, nous avons joui du panorama sur le Champ de Mars, avec la vieille Tour Eiffel au centre. C'est très beau, mais cela fait un peu décor Hollywood. Tandis qu'au Marais... Mais vous y tenez à votre Marais. Ah, voilà Françoise qui est prête. On va pouvoir dîner maintenant. Vous devez avoir faim. Après une journée à Versailles. Françoise et Justin viennent de visiter le château et le parc de Versailles. Ils sont assis à la terrasse d'un café. Qu'est-ce que vous allez prendre? J'aimerais prendre un bain de pied. Mais comme cela ne se fait pas dans un café, je me contenterai d'une limonade. Garçon, une limonade pour mademoiselle. Et un bock pour moi. Bien, monsieur. Enfin, c'est très beau, Versailles.
Mais le brave roi Soleil avait de la chance d'avoir une litière pour se promener au fond de son parc. Je le vois très bien s'y rendant en procession pour prendre un bain de soleil au hameau. Vous voulez dire avec Marie-Antoinette, sans doute. Puis il chanterait « Malbrou s'en va en guerre » à l'ombre de la tour Malbrou en trayant des chèvres. Je vois que vous êtes très forte en histoire de France. Comment a-t-on pu vous recaler au bachot? Recaler, c'est pure médisance. Je n'avais qu'à faire les yeux doux à la vieille barbe qui m'examinait pour faire passer toutes mes balivernes sans la moindre protestation. Sans blague. Sérieusement, vous n'aviez pas le trac? Sérieusement, c'était pis encore. Je bredouillais, je me sentais une moiteur dans les paumes. Ce n'est pas très gai, le bachot français. Où l'avez-vous passé? À la Sorbonne? Oui, le jury était composé de professeurs illustres qui étaient plus ironiques que méchants. Je ne leur en veux pas maintenant que c'est fini. Mais vous vous vengez en embrouillant toutes leurs dates maintenant. C'est vous qui devenez méchant à présent. Vous trouvez sans doute que j'ai manqué de respect envers Louis XIV. Comment puis-je réparer ma faute? En vous récitant des vers de Racine, pour prouver mon admiration pour la littérature du grand siècle? Oui, commencez. Oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel. Alors, je viens, selon l'usage antique et solennel, célébrer avec vous la fameuse journée où, sur le mont Sina, la loi nous fut donnée. Que les temps ont changé. Sitôt que de ce jour, la trompette sacrée annonçait le retour du temple, orné partout de festons magnifiques, le peuple saint en foule inondait les portiques. Allez, continuez maintenant. Je ne saurais pas, car je n'ai pas bonne mémoire. Je me rends. Si vous vouliez m'indiquer une pièce caractéristique du règne de Louis XIV, vous avez mal choisi votre passage, car Attali date de la période où Racine, devenu historiographe du roi, avait abandonné le théâtre. La pièce n'a été jouée que pendant la Régence, après la mort de l'auteur et de Louis XIV. Cela est vrai. Mais rappelez-vous aussi que la pièce a été composée pour être jouée à Saint-Cyr, à l'école de jeunes filles de Madame de Maintenon, et que les demoiselles de Saint-Cyr l'ont jouée sans costume dans la chambre de Louis XIV. La pièce n'a pas été représentée en public avant 1716, je crois. Comme vous êtes calé, j'allais dire pour un Américain, mais ce n'aurait pas été très gentil. C'est moi qui me rends maintenant, mais trêve de plaisanterie. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus à Versailles? Voulez-vous que je vous dise d'abord ce que je n'ai pas aimé? Ce sont ces deux pavillons à droite et à gauche de la cour d'honneur qui portent l'inscription « À toutes les gloires de France ». Ils semblent appartenir à une autre époque que l'ensemble du château. Je crois en effet qu'ils ont été ajoutés plus tard. Mais à part ces deux intrus, l'ensemble du château est exceptionnel par l'uniformité de son architecture et sa forme géométrique. N'avez-vous pas admiré les proportions harmonieuses de l'autre façade, celle qui donne sur les jardins? Oui, de loin, on a une impression de grandeur dont je n'ai jamais vu l'équivalent. On dirait que le souci de Louis XIV n'a pas été uniquement de faire grand, comme un roi du pétrole américain, mais plutôt de faire quelque chose de royal, où la dignité viendrait non seulement des dimensions harmonieuses, mais aussi de l'échelle surhumaine de la construction. Évidemment, cela n'a rien à faire avec le Parthénon, mais je crois qu'on trouverait dans le temple grec la même alliance de gracieux et de surhumain.
Louis XIV serait enchanté de vous entendre comparer son château au Parthénon. Cela irait très bien avec le classicisme de son illustre siècle. Et je crois que vous avez bien saisi la nuance. Il y a la même distance de l'architecture du Parthénon à celle de Versailles qu'il y a de la littérature grecque à la littérature française de l'époque classique. Il y a beaucoup de points de ressemblance, évidemment, qui font que le grec et le français sont tous les deux classiques, sans que le français soit pour cela du néoclassicisme. Le classicisme français s'est affranchi de la tutelle de l'Antiquité. C'est un mouvement intellectuel, littéraire et artistique qui a vraiment sa propre originalité. Excusez-moi de faire ici une observation critique. Vous parlez comme un cuistre. Est-ce que toutes les Françaises sont comme vous? Peut-être bien que oui. Nous ne parlons pas ainsi par pédantisme, mais, comme dirait le bourgeois gentilhomme de Molière, pour savoir raisonner des choses parmi les honnêtes gens. Une Française intelligente doit savoir tenir son salon, tout comme ces dames du temps de Louis XIV. Je vous vois très bien à la Galerie des Glaces, en train de causer art et littérature avec des courtisans à l'habit brodé, tandis que l'illustre duc et père Saint-Simon prend note à la dérobée pour pouvoir préserver vos paroles pour la postérité. Avec votre particule, vos ancêtres ont dû être à Versailles. Malheureusement pas. Dans mon cas, il s'agit de la toute petite noblesse de robe, qui remonte seulement au XVIIIe siècle. Mais enfin, quel souvenir allez-vous garder de Versailles? Je me rappellerai toujours d'abord la chapelle, si gracieuse, si somptueuse, et en même temps si mondaine. La Galerie des Glaces, naturellement, parce qu'il n'y a pas de salle plus impressionnante au monde. La chambre à coucher du roi, les appartements privés de Marie-Antoinette, et puis les jardins qui sont aussi l'expression du classicisme français. Est-ce que le jardin classique vous plaît, en somme? Énormément. C'est vrai que la nature y est subordonnée à l'art. Tous ces bassins et parterres, ces fontaines et statues, disposés dans un ordre absolument géométrique, peuvent très bien sembler artificiels. Mais c'est qu'il y a beaucoup d'artificiel dans l'art. Je peux très bien me figurer une représentation de Racine ou de Molière au Quinconce du Midi. Leur art a le même côté factice que le décor du Quinconce. C'est-à-dire, si vous voulez, que l'art est supérieur à la nature. Autrement dit, vous n'aimez pas le petit Trianon et le hameau de Marie-Antoinette. Pas tout à fait. Le temps a imprégné ces endroits de son charme aussi. Le seul fait de voir ces endroits m'aide à mieux comprendre le XVIIIe siècle, qui, en réagissant contre le formalisme de l'époque classique, a cru retrouver la nature et la vie simple dans un décor rustique. Mais examinez de près ce rustique. Les grottes sont en ciment, les maisons sont des joujoux, même les ruines sont fausses. C'est une époque qui a tellement cherché à être naturelle, par réaction peut-être contre l'acidité de gens comme Voltaire, qu'elle a fini par devenir complètement artificielle. Le bonhomme Jean-Jacques Rousseau y est pour quelque chose. On trouve la même simplicité artificielle dans la Nouvelle Héloïse ou dans l'Émile. Je crois qu'on ne lit plus guère que les Confessions. C'est lui, en somme, qui a mis notre littérature sur la pente du romantisme. Oui, mais je trouve que certains romantiques du XIXe siècle sont infiniment plus artistes. Prenez Hugo, Vigny, même Lamartine. Ils sont rasants, ces vieilles barbes. Ô temps, suspends ton vol. Et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Toute cette poésie amoureuse ne nous dit rien, à nous autres modernes. Vous êtes dur.
Mais ces vieilles barbes étaient imberbes, à l'exception de Victor Hugo, qui a laissé pousser la sienne pour se mettre à la page pendant sa vieillesse. La mode était alors aux barbes. Vous n'allez pas me dire que vous n'aimez pas Waterloo, 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 morne pleine, comme une onde qui bout dans une urne trop pleine. Dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons, la Palmore mêlait les sombres bataillons. Cette évocation poétique de la grande bataille peut très bien sembler artificielle en comparaison de la même scène traitée en prose et d'une façon réaliste dans la Chartreuse de Parme. Vous vous rappelez comment le jeune Fabrice participe à la bataille sans y rien comprendre. Le poème de Victor Hugo n'en continue pas moins à vous donner une émotion épique, digne de la chanson de Roland ou même de Homère. Chacun son goût. Moi, je préfère quelque chose dans le genre de « J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans ». Un gros meuble à tiroir encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances. C'est du Baudelaire, n'est-ce pas? Malgré les dates, vous avouerez que c'est encore du romantisme. Vous êtes une romantique qui s'ignore. Aimez-vous aussi l'obscurité du symbolisme? Oui, beaucoup. C'est notre plus belle poésie. Je vous défie de réciter La jeune parque de Valérie, et encore plus de me l'expliquer. Mystérieuse moi, pourtant tu vis encore. Tu vas te reconnaître au lever de l'aurore, amèrement la même. J'avoue que c'est rudement difficile à retenir. Quant à l'expliquer, ce n'est pas trop difficile. Ici, il s'agit de la jeune parque qui se réveille et qui regarde son corps en éprouvant les sensations que son corps lui communique. Mais que dites-vous du roman? Vous aimez sans doute Notre-Dame de Paris, Les Misérables, ou peut-être même Mauprat. Je suis plus difficile que cela. Donnez-moi du Flaubert, du Stendhal, du Maupassant. J'aime la clarté que ces grands romanciers apportent à l'étude de la conscience humaine. Je goûte difficilement l'obscurité de certains romanciers modernes. Prenez Proust, par exemple. Si vous allez me démolir Proust maintenant, gare à vous. Mais prenez plutôt votre bière et déguerpissons, car l'heure avance. Nous devons sauter dans ce petit tramway qui nous conduira à la gare Versailles-Chantier, où il y a un beau train électrique en aluminium pour nous ramener à Paris-Montparnasse. Cela dit, compagnie des tramways versaillais. Comme votre tramway n'est pas plus grand qu'une litière, je comptais y lire « Tramway officiel de Sa Majesté Louis XIV, roi de France et de Navarre ». Mettez donc votre perruque et préparez-vous à sauter.